Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du Journal Éco de Lyon Décideur. Les journées de l'économie sont de retour, une édition 100% digitale, les 17, 18 et 19 novembre sur le thème Réinventons le progrès ensemble. On en parle dans un instant avec Pascal Lemairer, le créateur et directeur général des journées de l'économie. Mais pour commencer à retenir en bref, la région Auvergne-Rhône-Alpes met 50 millions d'euros sur la table pour venir en aide aux commerçants, artisans et entreprises de proximité. Objectif, les accompagner dans le développement de la vente en ligne, de sites marchands et tous les investissements digitaux facilitant le click and collect. Au total, 50 000 entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires pourraient être aidées et voir leurs investissements financés en partie sur présentation de factures. Les fonds seront disponibles dès cette fin de semaine avec effet rétroactif sur les travaux engagés depuis le 1er octobre. Ventilation, le Lyonnais Aldès prend une participation dans la société parisienne Tecoya, spécialisée dans les technologies de purification de l'air éco-responsable, des solutions qu'Aldès compte bien déployer dans les bâtiments résidentiels et tertiaires en complément des produits d'Aldès. Le groupe lyonnais, contrôlé par la famille Lacroix, réalise un peu plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. La chaîne de magasins bio SoBio s'implante à Craponne où elle vient d'ouvrir un magasin de 700 mètres carrés. SoBio, créé à l'origine dans le sud-ouest de la France, a été racheté par Carrefour en 2018 et se développe depuis sur tout le territoire national. Enfin, le chiffre du jour, 10 000 mètres carrés, c'est la surface du troisième magasin que Métro va ouvrir dans la région lyonnaise, cette fois-ci à Gerland. Grossiste alimentaire et fournisseur de la restauration indépendante, l'allemand Métro vise une ouverture au second semestre 2021. Voilà, et on retrouve à présent notre invité Pascal Lemairer. Bonjour. Bonjour. Fondateur, créateur des Journées de l'économie et directeur général donc, de ces Journées de l'économie. Alors, une édition 2020 100% digitale, Covid-19 oblige. Comment cela va se passer ? J'espère d'abord que ça va bien se passer. Ça veut dire que tout le monde devra se connecter en s'étant inscrit sur le site journéeconomie.org. Que les conférences seront toutes en visio avec un maximum d'interaction à la fois entre les intervenants et avec le public. Vous pourrez envoyer vos questions par SMS, on réagira et vous verrez qu'on mettra aussi des contenus au fur et à mesure pendant les journées de l'économie pour prolonger les réflexions, voir si vous avez des questions. On essaiera d'y apporter des réponses plus approfondies au fur et à mesure. Voilà, parce que c'est l'importance dans ces journées de l'économie, des échanges, des débats. Donc le public, vous le confirmez, pourra bien poser des questions. Hein. Oui. Intervenir. C'est exactement comme les autres années, en fait. Voilà. En fait, on garde le même système de SMS. Vous pourrez poser des questions, quel que soit le lieu dans le monde où vous vous trouvez, les 17, 18 et 19 novembre. Voilà. Alors l'an dernier, la grande thématique, c'était la décennie de tous les dangers. Cette année, réinventons le progrès ensemble. Cette volonté de progrès, est-ce qu'elle est partagée par tout le monde ? Je pense que c'est une notion d'abord sur laquelle il faut s'entendre. En fait, on peut avoir une vision très étroite du progrès en disant c'est la croissance économique. Je pense que c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, qu'on voit bien que c'est aussi la manière de vivre, c'est-à-dire c'est le travail, le logement, l'éducation, la santé, les territoires sur lesquels on vit. C'est en fait un ensemble très complexe qui doit être repensé et il faut que la société civile soit davantage associée pour avoir une idée de quelle est un peu l'approche du progrès que nous partageons dans la société. Alors justement, cette approche du progrès, il y a quand même des avis très divergents. Hein, on va dire les décroissants d'un côté, les progressistes de l'autre, de profondes divergences. Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une vision commune ou avancer ensemble, comme vous le dites ? Alors, d'abord, depuis 2008, j'ai toujours une conviction que j'ai mis en avant, qui est qu'il faut partager, qu'il faut échanger, qu'il faut éviter que des gens discutent uniquement avec ceux qui ont le même avis qu'eux. Et on est dans une société qui polarise beaucoup, où les gens ont tendance un peu à s'enfermer dans des groupes qui partagent la même pensée. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être des sujets qui peuvent fédérer. Je pense réellement qu'autour du réchauffement climatique, il y a là une question centrale et qu'on peut engager des politiques beaucoup plus favorables à ce niveau-là. Si on pense aussi sur l'insertion des jeunes dans une société où les emplois vont changer dans les 2 décennies à venir, je pense que là aussi, il y a une priorité. Si on regarde le développement de la pauvreté, on peut aussi partager, par exemple, notre réflexion sur quelles sont les expériences qui marchent, comment on peut leur donner une plus grande ampleur. Ce n'est pas normal encore, je le voyais moi ce matin, d'avoir des associations qui sont obligées de distribuer de l'alimentation à ceux qui n'auront pas à manger dans la journée.
L'épidémie a bouleversé l'économie mondiale. On peut dire que toutes les cartes sont rebattues aujourd'hui. Alors, oui, en fait, on pourrait dire que le logiciel de la politique économique vient de brutalement changer, que ce qui était impossible il y a un an devient brutalement possible. On voit bien qu'on peut accumuler des dettes publiques, qu'on peut engager des plans de relance massifs partout. Même les Européens, qui avaient tant de mal à se mettre d'accord, arrivent aujourd'hui sur un plan de 750 milliards d'euros, même si on peut dire que ça sera trop long, qu'il va falloir réagir un peu plus vite. J'ai l'impression qu'il y a des consensus là, qui se sont dégagés, et c'est rare d'avoir, au moment où il y a de l'urgence, je crois qu'en fait, on arrive à trouver des accords. À la limite, je serais presque réjoui parce que j'ai l'impression que les économistes seraient plus consensuels que les épidémiologistes aujourd'hui. Et puis alors, une conférence importante, hein, Voir le monde autrement, avec Esther Duflo et Abhijit Banerjee, les prix Nobel d'économie 2019. Oui, alors c'est justement, je pense, une bonne manière de lancer le débat, avec aussi quelqu'un qui s'appelle Joël Mokyr, qui est un des grands spécialistes en histoire économique de la croissance, parce que très souvent, on a des querelles à travers l'histoire entre les anciens et les modernes. Ceux qui veulent revenir à des grandes traditions et ceux qui veulent, entre guillemets, renverser la table et aller vers un autre monde. Je pense que toutes ces réflexions, c'est justement là où il faut les échanger. On a là des intervenants qui n'ont pas les mêmes approches, mais qui vont, je pense, arriver certainement à trouver un consensus sur les grandes questions auxquelles on doit essayer de répondre en 2020 et surtout en 2021 et les années à venir. Revenons à la France et à l'Europe. Vous évoquez ce plan massif de l'Europe. Bon, ça a pris plusieurs jours et plusieurs nuits pour en accoucher. Avec une conférence là sur le grand saut fédéral. Oui, c'est, je pense, un moment... Point d'interrogation. Oui, c'est quand même un moment, en tout cas, de changement. Je pense que réellement, la Commission européenne est plus réactive. Et c'est important parce qu'on voit monter des populismes que j'appellerais politiques, avec des partis extrêmes qui rendent difficiles les échanges dans les sociétés. Eh bien, peut-être qu'en étant beaucoup plus réactif, il y a quelque chose qui est en train de se faire, dont on ne dit pas le nom, mais qui fait penser, puisqu'on parle de New Deal à Roosevelt, c'est quoi? C'est des formes de populisme économique, c'est-à-dire entendre là, dans la société, des mesures à prendre pour réduire le risque, l'angoisse et le fait de pouvoir se retrouver dans des situations qui sont intenables, accepter des mesures qui n'étaient pas pensables, en tout cas au niveau peut-être des élites il y a quelques années. Eh bien là, c'est en train de changer et l'Europe participe à ce mouvement-là. Je pense que c'est important parce qu'autrement, ce sont certainement l'affaiblissement des démocraties qui sera le résultat si on n'arrive pas à résoudre ces questions. Et puis alors la question de la dette, vous l'avez évoquée, hein, et ce sera le thème d'une conférence. Qui va payer ? Oui, alors c'est un peu un faux débat. Les banques centrales, évidemment, sont au cœur du sujet. Il faut bien voir qu'en fait, accumuler des dettes de manière permanente, c'est-à-dire de manière structurelle, c'est intenable. Accumuler des dettes parce qu'on veut faire un plan qui va soutenir l'économie, qui permettra de recréer les conditions d'activité économique au plus vite dans le courant de l'année 2021, c'est une très bonne solution, car les revenus qu'on va sauver sont bien supérieurs aux dettes qu'on vient d'accumuler. Voilà. Et puis alors vous évoquez les populismes, aussi au thème en débat, une société démocratique à reconstruire. Oui, je pense que si on regarde les évolutions économiques depuis les années 1980, on a vu se creuser des inégalités dans les pays occidentaux. On voit bien que les classes moyennes ont la sensation en tout cas d'être les grandes perdantes et en plus on voit des phénomènes de pauvreté. On a évoqué aux États-Unis le fait que la mortalité augmente chez les plus de 40 ans de manière totalement anormale. Je pense qu'on a des sociétés qui sont malades de situations économiques beaucoup trop extrêmes. Il faut redonner de la cohérence, redonner de la cohésion. Et pour ça, il faut mettre en place des politiques économiques qui sont le résultat d'un véritable échange entre toutes les composantes de la société. Et puis la France qui franchit le cap, malheureusement, des 10 millions de pauvres. Oui, exactement. C'est impensable. On ne peut pas quand même dire qu'après nos fameuses 30 glorieuses et après finalement s'être retrouvé dans des sociétés qui étaient des sociétés dites à maturité, qu'on arrive à recréer des conditions qui sont celles pratiquement de la révolution industrielle. Et puis alors, autour de la crise sanitaire, qu'avons-nous appris? Encore un autre thème de conférence, de débat. Oui, alors ça, je pense que c'est important parce qu'on a souvent eu des débats un peu médiatiques. On va essayer réellement de dire
qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce que les économistes aussi ont été capables d'intégrer par rapport à leur politique. Il faut voir que les économistes ont un avantage sur beaucoup d'autres catégories, c'est qu'ils ont été amenés à analyser des crises, parce que nous avons eu beaucoup de crises économiques. Celle-là n'était pas d'abord une crise économique, mais par contre les économistes étaient très bien armés pour savoir quand il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est amusant de voir que les économistes finalement ont réagi très vite, qu'ils ont été assez consensuels sur le fait qu'il fallait soutenir très massivement l'économie et qu'il fallait abandonner un peu les règles qui avaient été les règles dominantes jusque-là. Derrière cela, ils ont aussi intégré très vite les informations qui étaient données ici en matière de santé pour voir comment on pouvait agir efficacement. Et ça, on verrait, c'est un message assez intéressant parce que les économistes, finalement, peuvent aussi être très réactifs et assez modestes, peut-être être enfin les bons plombiers de l'économie qu'on attendait quand il y a des fuites. Voilà. Et puis alors, cette grande question aussi, est-ce qu'on va vers un grand conflit intergénérationnel ? Alors je pense que ça c'est une vraie question parce que les gagnants n'ont pas intérêt à se manifester et les perdants sont parfois très isolés. Donc si les jeunes qui sont les perdants sont isolés, et on le voit bien aujourd'hui par exemple pour les étudiants, c'est très compliqué. C'est compliqué d'étudier, c'est compliqué de se loger et ça risque d'être compliqué aussi par rapport aux carrières qu'ils vont pouvoir faire. Donc oui, il faut réagir et c'est exactement ce que je disais l'an dernier sur la décennie de tous les dangers. C'est maintenant, il faut investir et en tout cas créer les moyens pour qu'il n'y ait pas une génération de perdants. C'est tout à fait faisable, hein. On a évoqué plusieurs fois ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, par exemple, tous ceux qui revenaient du combat avaient une priorité pour s'inscrire à l'université. C'est-à-dire que ceux qui risquaient d'être les grands perdants, on les compensait tout de suite. Je pense qu'il va falloir compenser très vite les jeunes pour qu'en tout cas, il n'y ait pas un déficit de carrière qui serait lié au contexte dans lequel ils ont vécu. Alors au final, Pascal Lemaire, est-ce que vous êtes soucieux ou optimiste quand vous vous projetez dans quelques années ? Vu le thème que j'ai proposé, c'est que forcément il y a un optimisme auquel je n'arrive pas, je pense, à échapper. J'ai vraiment envie, surtout qu'on se rapproche des réalités sur les territoires, qu'on arrive à mieux intégrer la société civile. C'est amusant, notre débat, c'est toujours entre le marché et l'État, quasiment. Soit on est plus libéral, soit... entre le marché et l'État, il y a toute la société. Si on arrivait à faire le grand triangle, la société civile, l'État et le marché, et les territoires. Et au milieu, oui, parce que cette société civile, elle n'est pas accrochée en l'air, elle vit, elle est ancrée là où on travaille, là où on est logé. Merci beaucoup Pascal Lemaire d'avoir été notre invité. Bonne journée de l'économie, mardi, mercredi, jeudi prochain. Renseignements et inscriptions sur le site journéeconomie.org. À vendredi prochain, nous accueillerons Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonne fin de semaine, merci, au revoir. Merci. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé prévoyance, épargne, services financiers et retraite.